Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre deuxième apéro of Thrones pour les 15 ans, les 10 ans de la série Game of Thrones. Je suis donc Zor et je suis avec Eridan et Chris. Salut. Coucou. Bonjour. Je vais essayer de gérer à la fois les gens qui sont là, le chat et la partie technique, et puis on va regarder ensemble donc le premier épisode. Ah, ça s'est énervé. Je sais pas si Chris ou Eridan ont quelque chose à dire pour commencer avant de lancer l'épisode, pour attendre un petit peu tout le monde, attendre les retardataires. Eridan Ouais, on a un bingot qui a été mis au point par l'équipe de la garde de nuit pour regarder l'épisode avec vous. Donc si vous voulez soit le faire en jeu à boire, on vous le déconseille parce que, n'est-ce pas, la boisson c'est pas bien, buvez avec modération. Et ben vous pouvez aller retrouver ça sur le site de la garde de nuit et soit le faire en jeu à boire du coup, soit ne pas le faire en jeu à boire, mais quand même cocher les cases du bingo à chaque fois qu'elles sont remplies. Voilà. Il y a Babar qui nous dit qu'elle a déjà une case de cocher. Je pense que ça doit être celle de un des modérateurs est en train de boire, je pense. Alors, je sais pas qui c'est. Pas de lancer. Du coup, pour revenir peut-être un peu sur l'épisode 1, sur son lancement. Pour les gens qui ne se souviennent pas, il y a eu une époque avant 2011 où Le Trône de Fer n'était pas une série télé. Le Trône de Fer était seulement un livre à cette époque-là, et il était muni seulement de 4 tomes. À cette époque-là, George R.R. Martin signe des droits d'adaptation avec HBO en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Et il était très content que ce soit HBO et pas une autre chaîne. Suite à cela, il y a un pilote qui est signé, pilote qui est jugé trop mauvais par HBO, qui choisit de valider la série, mais d'en retourner quelques parties. En tout cas pour le pilote, de le retourner quasiment intégralement à 90%, mais il y a quelques petites choses qui restent encore du pilote dans l'épisode. On vous le signalera en cours de visionnage. Oui, c'est moi, Chris, en bas à droite. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, il y a quelqu'un qui est en train de nous identifier. Oui, je pense que tout le monde connaît. La garde de nuit dit que j'ai la plus belle barbe de la garde, c'est beaucoup trop mignon. Il n'y a pas une case, c'est très mignon, vous buvez un coup ? Non, pardon. Normalement, c'est quand il y a quelque chose de trop choupi à l'écran. Alors, je sais pas sur quel écran, ça dépend. Non, mais ça compte que pour les loups-garous, ça. Ouais, il y a le caméo de George R.R. Martin qui a été supprimé notamment dans l'épisode de pilote. Si ce qu'on peut dire, 2-3 petits trucs dans les machins qui ont coûté un bras et qui servent à rien. Ils n'ont pas réussi à faire un costume pour le marcheur blanc dans le prologue. Du coup, ils avaient prévu de le faire tout en synthèse, sauf que ça coûte des millions. Donc en fait, dans la version qui a été projetée à HBO, il y avait juste un mec dans un costume vert qui était censé faire le marcheur blanc. On comprend qu'ils aient eu quelques réticences à ce moment-là. C'était les débuts, on va leur pardonner, quoi. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils faisaient. C'est ça. Et le mariage de Daenerys, apparemment, ça ressemblait à une espèce de rave party filmée sur un parking. Voilà. De nuit en plus, il me semble. Ouais, de nuit. Du coup, voilà, donc je crois que Ezor, je sais pas toi de ton côté, Eridan, toi du coup t'as connu la saga avec la série ? C'est ça. Moi, effectivement, mon entrée dans l'univers, ça s'est fait à travers la série. Donc logiquement, tout ce qui est la saison 1 et en particulier le premier épisode, les défauts m'ont pas sauté aux yeux. Hein. Au contraire, c'est vraiment grâce à ça que j'ai accroché. On aura l'occasion d'en rediscuter. Et moi, j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Je l'ai pas revu depuis longtemps, pour le coup, mais j'en garde un très bon souvenir de quelque chose de bien fait, de quelque chose d'intelligent, et ouais, qui m'a vraiment donné envie de connaître la suite, quoi, pour le coup. Du coup, je suis peut-être un peu plus tendre que beaucoup de gens qui n'ont pas découvert l'univers
à travers la série. Détrompe-toi, parce que moi je fais partie des gens qui étaient très enthousiastes à l'idée de voir le Trône de Fer adapté à la télévision. Tout simplement pour une bonne et simple raison, c'est que le Trône de Fer occupait une très grande part de ma vie déjà à cette époque-là, puisque j'étais sur le forum depuis 2006 de la garde de nuit. Et c'était un truc que je gardais un peu pour moi, que je ne partageais qu'avec une poignée de copains, et soudainement une porte s'ouvrait et je pouvais en parler à plein de monde et ils comprenaient de quoi je parlais. Donc j'étais quand même très très content moi que cette série se fasse au démarrage, et cet enthousiasme prenait le dessus sur tous les débats qu'on pouvait avoir au moment des bandes annonces. Je me souviens que quand il y a eu les premières armures qui sont sorties, les premiers costumes, les premiers décors, il y a eu beaucoup de râleries sur le forum, et moi je crois que j'étais juste content, mais je pense que j'aurai l'occasion de le redire pendant le regard d'épisode. Moi tu me mettais un matte painting et j'étais content déjà de base, tu vois, genre ils ont fait l'effort de mettre le château au fond, déjà c'est pas mal quoi, donc voilà. Il y a juste une question pour vous, enfin pour nous tous, c'est Ouais. combien de fois vous avez lu les intégrales et vu toutes les saisons? Alors, lu les intégrales en totalité. Erilan, toi? Moi, ça va être compliqué. Moi, le problème, c'est que déjà, j'ai pas tenu le décompte, ni des visionnages, ni des lectures. Et en fait, un des trucs qui m'a aussi beaucoup passionné dans l'univers de George Martin, ça a été de compléter le wiki. Chacun ses petites distractions, on ne juge pas. Et en fait, quand tu complètes le wiki, tu n'as pas du tout le même rapport de lecture que quand tu lis le livre. Moi, en fait, je vais vraiment chercher des passages qui m'intéressent dans les bouquins. J'ai d'ailleurs des versions numériques pour ça. Du coup, j'ai pas une lecture qui est linéaire en fait. J'ai au contraire une lecture qui est très découpée. Donc, est-ce que ça rentre en ligne de compte dans les lectures ou pas je suis pas convaincu. Par contre, puisqu'on en est à parler des lectures, je vais me permettre de faire un petit encart publicité. La Garde de Nuit, depuis 1 an et demi maintenant, fait une relecture complète de la saga. On fait un chapitre tous les 5 jours. Et c'est vachement cool parce qu'il y a plein de points de vue différents, vu qu'on reste quand même de base un forum, une communauté qui est faite pour débattre. Il y a plein de points de vue différents, il y a plein d'interprétations différentes. On met des fois les doigts dans des choses qui ne se voient pas du tout en première lecture ou qui ont été abandonnées par la série. Donc du coup, si vous avez envie de parfaire votre connaissance sur tout le texte, ou si juste vous avez envie de partager vos idées avec nous, viendez nous rejoindre, on est gentils et c'est cool. Il y a une certaine Babar des Bois qui met le lien dans le chat du stream. Moi, sur les relectures complètes du cycle, je dirais que j'en ai 3, peut-être 4, mais je suis pas sûr. Et je sais que le dernier tome, je ne l'ai jamais relu, le tome 5. Parce qu'en fait, à force de suivre les conversations dans le... Ou alors de manière très ponctuelle, tu vois, genre je vais relire 2-3 chapitres par-ci, par-là, mais je ne les ai jamais, je l'ai jamais relu en entier, pour la bonne et simple raison qu'à force d'intervenir sur le forum, sur les théories que soulève le tome 5, je commençais à le connaître par cœur en fait. Du coup, j'ai jamais trop eu besoin de remettre le nez dedans. Même s'il y a un de mes chapitres préférés qui est quand même dans le tome 5, qui est le chapitre où Jamie va chercher la reddition des Nerbosques avec un Bracken bourré comme un coin qui met sa couronne sur une prostituée. Et ce passage est tellement magique et a tellement un lien aussi avec les nouvelles de Dunkelhoff que j'adore ce passage-là, quoi. Il y a énormément de choses intéressantes dans ce chapitre. C'est dommage qu'on puisse pas en parler aujourd'hui. On va regarder un peu pour la prochaine fois. Et en termes de visionnage de la série, je pense que saison 1, je dois en être à une dizaine de fois parce que je l'ai montré à tout le monde quand elle est sortie, parce que je l'ai re-regardé aussi tout seul. Ce que je dis, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais Calimero en 2011, je l'étais encore toujours en 2012 et je l'ai été à peu près jusqu'en 2014 avec l'arrivée de la saison 4. Là, j'ai jeté l'éponge, passé la mort de Geoffrey. Il y a eu tout un enchaînement de choix scénaristiques qui ont été faits par la série qui font que je n'ai plus accroché avec ce qu'elle me présentait, même si c'était très différent de ma vision de fan. J'étais prêt à accepter certaines choses, mais juste ça ne résonnait plus en moi. Et j'ai maté du coup les saisons 5 à 8 au moment de la sortie de la saison 8, quoi. Donc voilà. Donc, tout ça en même temps pour me mettre à jour, parce que la Garde de Nuit m'a envoyé partout faire des interviews après. Le meilleur VRP de la Garde de Nuit pour la... Et toi, du coup, Ezor, combien de visionnages, combien de lectures? Visionnage une seule fois. Alors, on nous demande aussi en VO ou en VF. Alors, visionnage toujours en VO. Relecture, j'ai dû les lire 3 fois, je crois. Une fois en VF et 2 fois en VO.
Ouais, c'est à peu près ça, sachant que j'ai découvert par la série, donc j'ai d'abord vu la série, puis lu en accéléré les 2 premiers pour rattraper le retard quand la 3e saison est sortie. Et après, ouais, la deuxième et 3e lecture en VO, justement, parce que là, ça parle un peu de la traduction de Jean Sola dans le chat, c'était un peu la question de qu'est-ce que ça donnait en anglais. Alors on peut lancer le débat Jean Sola maintenant et on finit vers minuit, 1h du matin. Les images sobres ou alcoolisées, on peut pas en parler ici, mais pas sobre, voilà. Ouais, pas très souvent sobre. Sur la traduction de Jean Sola, c'est marrant parce que c'est un point un peu particulier. Moi, je sais que c'est ce qui fait que je sais que j'ai un peu plus de mal avec la traduction de Patrick Marcel parce qu'elle est très proche de l'anglais et du coup, j'ai l'impression de voir le texte anglais à travers, ce qui m'intéresse moins du coup que ce que Sola met dans le texte. Donc voilà, mais il y a débat, en effet. Tout le monde n'est pas. Il y a beaucoup de débats. Il y a des choses qui se perdent dans la traduction de Sola, mais moi, je pense que j'y ai gagné mon amour du Trône de Fer et de l'ambiance. Donc c'est chacun son point de vue. Sur les petits trucs, on va dire pré-2011, qui sont rigolos, c'est que à titre personnel du coup, dans les débats, qui vous mettriez dans votre casting idéal pour le Trône de Fer, je crois qu'en 2006 ou 2007, je sais plus, on avait un sujet comme ça sur le forum. Moi, j'avais mentionné Sean Bean en Ned Stark. Voilà. Tu as dû être un peu content du coup. Ah ouais, quand j'avais appris ça, c'était au moment du pilote, donc il n'était pas non plus casté définitivement, mais j'étais plutôt très content de le voir, mais c'est marrant parce que ça s'est fait 4 ans plus tard et Sean Bean étant un acteur quand même assez vieux. Moi j'avais l'image de Sean Bean, tu vois, du Seigneur des Anneaux dans la tête, et au moment où Game of Thrones est sorti, en fait, on était 10 ans plus tard, donc en fait il est beaucoup plus marqué en fait au niveau du visage. De manière générale, tous les personnages sont vieillis dans la série, quoi. De l'information, c'est l'anniversaire de Sean Bean justement aujourd'hui. Alors vous en faites ce que vous voulez. Bon anniversaire Sean Bean. Anniversaire Sean. Je voulais le caser un moment, c'est l'occasion. Maintenant que c'est fait, je suis débarrassé. Ouais, du coup, dans les trucs, alors je sais pas s'il est par là, mais je sais que mon frère suivra peut-être ce chat. Mais il y a un petit souvenir que j'ai avec lui, c'est que quand le premier épisode a été diffusé, j'essayais de regarder HBO comme un pirate. On était en Allemagne, chez lui, et du coup, on a essayé de regarder. En fait, on a eu la première scène juste, et après, on n'a pas eu plus. Tout a été coupé. Mais c'était rigolo parce qu'il était 3h du matin, il était mineur et on rentrait d'un concert. C'était plutôt marrant comme souvenir finalement. Petite dernière question avant de lancer l'épisode, peut-être. Ouais. On nous demande si les anciens ont bien accueilli l'adaptation du Trône de Fer, est-ce qu'ils étaient hypés de savoir que le Trône de Fer allait être adapté, ou s'il y avait des réticences, comme il y en a certaines fois quand il y a des grosses sagas adaptées, où c'est attention, ça va saccager la saga. Je crois qu'il y avait un peu des deux. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient un peu comme dans mon cas, qui étaient très enthousiastes, et d'autres personnes qui étaient tout de suite beaucoup plus sur la réserve, ne serait-ce qu'au niveau du respect mais sur des trucs très pointillés, le respect des blasons, la manière dont les armures étaient faites, des choses comme ça. Donc, et même certains choix de casting, d'ailleurs aussi, je crois, si je me souviens bien. Donc, dans l'ensemble, il y avait un peu deux écoles, mais on s'était tous retrouvés quand même autour de la saison 1 pour dire que le boulot était quand même plutôt bien fait et que jusque-là, le contrat était pas trop mal rempli. Il y avait des moments qui étaient pas de ouf, mais ce serait difficile de dire que la mise en scène sur la mort de Ned Stark ne fonctionne pas, par exemple, tu vois. Voilà. C'est amusant parce qu'au final, c'est un petit peu les mêmes débats, pas exactement les mêmes, effectivement, mais ça rejoint un petit peu les débats qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur les spin-offs dont nos collègues parlaient la dernière fois. Là encore, on voit des gens optimistes, enthousiastes, d'autres un peu plus sur la réserve, d'autres à critiquer des choix de casting pour des raisons qui sont les leurs. Enfin, là-dessus, le fandom ne bouge pas vraiment, quoi. Les annonces, ça produit toujours exactement les mêmes effets, finalement. Ouais, puis je vois qu'il y a un petit message sur la collaboration de Martin dans les saisons. C'est vrai qu'il a été plus investi jusqu'à la saison 4. On peut y voir... alors moi, étrangement, j'ai décroché au moment où il a un peu pris ses distances, mais je pense que c'est aussi parce que ça correspondait peut-être un peu moins à sa vision et un peu plus à celle des showrunners. C'est le moment où c'est devenu le show des showrunners et un peu moins celui de Martin, justement. Il explique très bien dans le bouquin de James Ebert, si vous avez l'occasion de mettre le nez dedans, il y a des passages où il explique que justement, il se rend compte qu'il était
n'était plus la personne référence sur le tournage et que c'était Benioff et Weiss et du coup que c'était une décision logique de sa part de se désinvestir du projet, quoi. On va peut-être lancer l'épisode. Ouais. Je vois qu'il est, il est écart. Tout le monde est prêt à appuyer sur sa barre espace en même temps? Il y aura des petites images, des screenshots pour synchroniser au fur et à mesure. Si c'est bien fait. Et c'est parti. C'est parti. Je fais le oh de HBO si vous voulez, comme ça synchronise un peu. Magnifique, synchronisation parfaite. Alors, ça s'ouvre du coup. Vas-y, on va décrire ce qui se passe à l'écran. Ça s'ouvre du coup sur la scène du prologue. C'est marrant, je me souvenais pas du tout que ça ne s'ouvrait pas sur le générique. Et non, en fait, ça fait partie des rares scènes pré-génériques de Game of Thrones. J'ai zioté, j'avais oublié que j'avais ça, j'ai un bouquin avec des storyboards de la saison 1 et 2 à la maison. Et je ne savais pas, mais je pense qu'ils avaient quand même prévu de faire des séquences pré-génériques à plus d'épisodes que ça finalement. Je trouve que ça aurait peut-être dû. Le format de Martin se prête bien à faire ce genre de séquence. C'est vrai. Et notamment, il y a une séquence avec le Gregor Clegane qui attaque un village en saison 1 qui aurait dû être tourné et qui n'a pas eu lieu et qui devait expliquer un peu ce qui se passait justement quand on envoie Beric Dondarrion le chercher. Après, en l'occurrence, le fait que ça reste rare, ça fait que les entrées sont d'autant plus marquantes derrière. Ouais, mais je trouve que le petit cliffhanger de fin d'une séquence amorce, c'est toujours agréable. Surtout que Martin aime bien les cliffhangers, du coup, je trouve que ça aurait été. Voilà, du coup, on a un plan qui est emblématique de la série avec le mur qui apparaît, les personnages qui vont au-delà, et même tous les plans là qu'on voit dans ce début de saison 1 vont être repris. Bah, je pense que tout le monde l'a plus ou moins remarqué dans la saison finale. Moi, je l'avais oublié, mais effectivement, le final du dernier épisode de la dernière saison, c'est quand même Jon Snow qui part au nord du mur, justement, en passant par cette même porte, avec cette fois le peuple libre qui le suit. Donc oui, il y a une manière de bien boucler la boucle, on va dire, effectivement. La fin renvoie au début. C'est élégant. Il devait y avoir un flashback aussi dans ce prologue, je pense, qui était prévu, c'était de montrer la mort du frère de Ned en flashback, qui a été abandonné en fait en cours de route. Je pense qu'ils avaient prévu de le caler en prologue, mais c'est amusant ça aussi parce qu'au final ils ont calé très très peu de flashbacks. Même avec Bran plus tard, il y a très peu de flashbacks. Le plus marquant au final c'est seulement Cersei auprès de la sorcière, mais ouais, et puis on signale aussi un autre avec Arya et les frais. Sur le prologue en lui-même, il y a beaucoup de choses. Ouais. Pardon ? Quand elle va tuer les frais, quand Arya va. Oui, je me souviens. Je me souviens de mais oui, non, c'est possible. Bien sûr. Alors, on va arriver dans la séquence cinéma d'horreur de la saison 1. Enfin, il y en aura une autre un peu plus tard avec l'attaque du marcheur blanc du spectre dans Château Noir. Et là, on a vraiment un pas de côté qui est fait par rapport au bouquin, je pense, en termes d'adaptation. Totalement. À la base, le personnage qui décrit la scène ne voit pas des cadavres, il voit des gens qui ne bougent plus, mais il n'y a pas l'air d'y avoir de traces de lutte, il n'y a pas l'air d'y avoir de mort. Qui plus est, autre chose importante, les gens sont censés être... la garde de nuit est censée être à l'extérieur du mur depuis 9 jours. Là, il ne s'est pas du tout passé 9 jours, enfin, ils y sont en 5 minutes, quoi. Oui, il y a une grosse différence d'adaptation du coup de ce point de vue-là. Ça, c'est normal aussi. C'est beaucoup sourire, ces espèces de dessins qui ont été faits avec les corps, ça a quand même soulevé énormément de questions et aussi énormément de frustration à la fin parce que les showrunners n'ont apporté aucune réponse à ça. Pourquoi est-ce que Je pense que ça reste un trip de direction artistique, hein, pour le coup, ça va pas plus loin, quoi. Ils ont essayé de mettre cette espèce de... Il y a un espèce de truc. Tu vois, ils créent un mystère et au final, ils y apportent aucune réponse. Il y a un semblant de réponse quand Bran il assiste à la création du premier marcheur blanc, là, avec les pierres qui sont un peu foutues de la même façon. Il y a des images dans Hyper Dragon aussi, sur les caves, dans les caves où ils cherchent, il y a des images, des peintures. C'est pas une explication. C'est plus des rappels qu'ils ont fait pour essayer de justifier ce qui avait été fait dans les premiers épisodes. Après, ça laisse un peu de mystère. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des explications et tout ?
Après, c'est une des rares fois où Game of Thrones a fait du mystère, quoi. Ils avaient peut-être un peu le défaut, moi je trouve, sur la longueur, de trop montrer les choses et de trop les expliquer, et du coup de défaire les mystères que Martin... Après, il y a des fois où c'est obligé, parce que tu es obligé de faire un choix. Par exemple, sur le cas du personnage de Barristan, tu peux pas te permettre de pas le montrer tout de suite que c'est lui quand il réapparaît en Arstan barbe blanche. Mais il y a d'autres fois où peut-être le mystère aurait été bienvenu, et là c'est une des rares fois où ils en ont créé un, en tout cas de toute pièce, et où ils l'ont un peu maintenu, quoi. Là aussi, il y a une différence. Normalement, ils ne reviennent pas avant la nuit, je crois. Là, on les voit revenir dans le village 2 jours et dire « Oh, tiens, c'est bizarre, il n'y a plus personne. » On critique la temporalité dans Game of Thrones. Vous noterez que Eridan n'est pas du tout en charge de la relecture sur le forum. Non. Eridan connaît par cœur tous les livres, ligne et ligne. Non, j'aurais pas cette prétention-là, mais... Fire and Blood incluant. Alors... Du coup, ce qui est marrant aussi avec le prologue, c'est qu'il a été retourné, qu'il y a un acteur qui est dedans, qui jouait dans Camelot et qui joue Grindelwald dans les Reliques de la Mort, dans Harry Potter. Et il était dans la version du prologue du pilote, et c'est la version qui n'a pas été gardée. Et quand ils ont fait le pilote de Blood Moon, qui est le spin-off abandonné, il était aussi dedans, cet acteur-là. Je me dis qu'il a vraiment pas de peau, le mec qui fait tous les pilotes de Game of Thrones, et il est jamais nulle part, quoi. Et alors, attention, le Predator arrive. Parce que moi, il y a un truc qui m'avait sauté aux yeux quand la séquence était sortie en 2011, c'est le lien avec Predator, mais qui est dû, je pense, au mec qui incarne le marcheur blanc qui a enfilé le costume du Predator, tout simplement, dans Alien vs Predator, entre autres. Du coup, je trouve que ça s'imprime un peu. On a vraiment... En fait, ils font quand même le choix d'aller vers une séquence de série B, là où on a quand même quelque chose d'assez mystérieux, mais un peu, je sais pas comment dire, c'est pas un peu plus éthéré, un peu dans le prologue du bouquin. Là, on va tout de suite sur du cinéma d'horreur, quoi. On est tout de suite dans la série B. D'un autre côté, ça plonge vraiment bien dans une certaine forme d'ambiance, parce que justement, le problème dans l'écriture de Martin, c'est que dès le prologue, ils vont nous montrer les autres, ils vont nous montrer les marcheurs blancs. Là, je pense qu'ils auraient fait ça dans la série, ça aurait cassé absolument tout le mystère. Là, le fait qu'on les voit à peine, je crois que lui, il va mourir de toute façon. Donc... Ils vont tous mourir. Il y en a un qui ne meurt pas, quand même. Ouais, mais Ned va passer par là, t'inquiète. Ce n'est que partie remise. Oh, t'as plus de tête. Et attention, un effet que je déteste au cinéma, je préviens, si jamais on doit refaire ce genre de truc, je le dirai à chaque fois. Il y a un putain de fondu au noir. Pourquoi vous n'avez pas fait un cut à ce moment-là ? Garde de nuit, garde de noir, fondu au noir. Ouais, non, j'avoue. Ah ouais, ça passe. Tu mets un cut, tu mets le générique et bam, en avant. Ah, ça aurait été plus efficace, effectivement. On arrive sur le générique surprenant en 2011 quand il arrive, parce que moi je m'attendais à un truc plus avec une carte. On en entendait parler déjà de cette histoire de générique qui allait présenter les lieux, qui est plutôt intelligent du coup dans sa conception. Et le thème de Ramin Djawadi du coup, qui apparaît pour la première fois. Tu disais, il a marqué l'imaginaire dans le début de la série. Hein. Ouais, et puis il a quand même... Dont les gens parlaient, la musique du générique et le générique lui-même, il est resté pendant quasiment 10 ans. Et tout à fait. C'est un élément important de la série. Ouais. Après, avec des petites modifications aussi, et franchement, quel plaisir ça a été que ces évolutions du générique, parce que à chaque fois on te montre vraiment les lieux où l'action se passe, tu vois. S'il n'y a pas d'action qui se passe à Fort Terreur, comme c'est le cas là dans la première saison, on te montre pas Fort Terreur parce qu'on s'en fout. Mais par contre là on nous montre vraiment tous les endroits où il va se passer des choses, et c'est vrai que ça permet vraiment d'ancrer l'action dans le réel, de te dire ok, ces lieux existent et j'arrive à les situer les uns par rapport aux autres. Si t'as pas de carte pour... En fait, ça prend la place des cartes qui sont au début des livres, je pense. Exactement. Moi, la seule chose que je regrette un peu sur le générique, si je devais mettre un bémol, c'est que le visuel évolue, mais j'aurais aimé que la musique évolue. C'est-à-dire que Djawadi, pour la musique, compose un thème à tiroir, et du coup, son thème va lui servir pour tous les thèmes des autres, de toutes les factions, de toutes les ambiances, de tous les personnages. Et j'aurais aimé que ça évolue en fonction de ce qui s'était passé dans les saisons, tu vois. Qu'une prédominance Lannister puisse apparaître de temps en temps quand les Lannister dominent vraiment l'échiquier politique ou des choses comme ça, j'aurais trouvé ça hyper chouette. Mais bon, une fois de plus, c'est un peu du pinaillage. Vous pouvez voir. C'est quand même pas le on est là pour ça, après tout. C'est notre taf.
t'avais dit que t'avais... Et alors là, on arrive sur des séquences vraiment, je trouve, le premier épisode a des séquences de cinéma, je trouve, qui existent, qu'on aura du mal à retrouver ailleurs. L'ouverture derrière sur Gareth, c'est comme ça qu'il s'appelle, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus, je crois qu'ils ont échangé des choses, mais peu importe, oui, voilà. Gareth, tu vois, là on a toute une séquence montage, mise en scène, qui te montre en fait comment on peut raconter des choses sans mettre de dialogue. Et ça, la série ne va pas souvent faire ce choix-là. Et j'aime beaucoup, notamment la première scène des Stark où personne ne dit un mot et tu as compris la position de tout le monde dans la famille en fait. Jon Snow, moi je sais que j'ai eu du mal à comprendre, peut-être aussi parce que j'étais trop jeune à l'époque, mais j'ai eu du mal à comprendre quelle était sa position au sein de la famille pendant longtemps. Par contre, oui, effectivement, cette scène-là, c'est une scène originale et elle est quand même très bien faite pour le coup. On a déjà Jon Snow qui fait sa petite moue caractéristique qui va le suivre pendant... Babar dit qu'il y a les noms de marqués. Oui, effectivement, c'est le seul épisode où on va avoir les noms des lieux de marqués. Il y aura King's Landing un peu plus tard, justement. On sent que ça a été mis au début et puis après ils les ont virés du montage et ils se sont dit non mais t'es con ou quoi, on présente les lieux dans le générique, pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à mettre le nom des lieux sur l'image? Ça se défend. Après, cela dit, pour un premier épisode, de repérer vraiment où sont les lieux, parce que là, dans le générique, on te les a montrés vite fait, mais t'as rien retenu, soyons honnêtes. Donc, le fait de réexpliquer un coup, Recon, t'existeras bientôt plus. Le fait de les remontrer un coup, ça permet de mieux se repérer encore. On peut parler de Recon, hein. Les showrunners voulaient le virer dès le début. Mais ils auraient eu raison. Ils auraient eu raison. Et là, je crois que c'est Martin qui a insisté pour le laisser, parce qu'il avait des plans pour lui. Et tu vois, le problème, c'est que lui, il avait des plans pour lui, mais les showrunners, ils savaient pas quoi en faire, en fait. Le truc, c'est que, tu vois, c'est le problème peut-être. On dit, Martin, c'est bien, au début, il était là et ça a permis d'avoir d'excellents épisodes. Je suis d'accord avec ça, mais je pense que d'un côté, ça les a aussi un peu brimés. Et peut-être certains choix qui auraient peut-être été qui n'auraient pas amené dans une direction où les fans auraient été d'accord, auraient été faits dès le départ. On s'en serait accommodé, en fait, et peut-être qu'elle aurait gagné en fluidité la série et à moins s'éparpiller sur certaines choses en tout cas. Et le cas de Recon est assez probant à ce titre-là. Il se retrouve avec cet arc sur les bras, pas savoir quoi en faire, comme les marcheurs blancs finalement, comme plein de choses. Ouais, le cast est excellent, mais juste que dans ses seconds couteaux, hein, je trouve moi, le mec qui joue Roderick Cassel, je le trouve trop bien. J'imagine pas du tout Roderick Cassel comme ça, mais je trouve que l'acteur, il a vraiment une gueule, quoi. C'est un peu, tu vois, si je devais faire un reproche pour l'instant au casting de House of the Dragon, c'est le manque de gueule, quoi. Je trouve que ça manque un peu de ces tronches qu'on a eues dans Game of Thrones, qui étaient quand même des personnages un peu marqués. Alors il y a les jeunes qui étaient peut-être un peu plus, on va dire un peu beau gosse et tout ça, mais même là, je trouve qu'il y avait quand même des choix qui étaient faits. Il me manque un peu ça. J'attends de voir. J'aimerais vraiment qu'il y ait des personnes secondaires. Ouais, c'est ça, exactement. Le casting de House of Dragons qu'on a eu pour l'instant, c'est uniquement les personnages principaux et que quelques-uns, peut-être qu'il y aura des personnages secondaires. Henry Cassel était quand même plutôt. Tu vois, par exemple, je trouve que Nicolas Coster-Waldau, c'est pas quelqu'un que tu qualifierais forcément de beau de prime abord ou quoi que ce soit. C'est le charisme qui va dégager, qui va surtout. Tu vois, il a quand même un visage un peu particulier, quoi. Le cromlech de Winterfell, le fameux. Parce que cette scène, elle se situe dans un cercle de pierre. Je trouve ça marrant, en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les dernières paroles de Gareth ou Will, je sais pas bien, j'ai pas suivi, mais ces dernières paroles, normalement, on les entend pas dans le bouquin. C'est quelque chose de vague dont Ned parle à peine à Catelyn. Là, il met vraiment des noms sur la menace qu'on avait jusque-là à peine perçue et qui avait à peine été nommée. Et il dit vraiment que ce sont des marcheurs blancs et que ils sont dangereux et qu'il aurait dû prévenir le mur, mais qu'il n'a pas pu parce qu'il était trop terrorisé. C'est intéressant en termes de construction de world building. Parce que ces marcheurs blancs, on va les craindre pendant longtemps, mais on va finalement les voir seulement en saison 2, même pas. En saison 2, et après on va plus les revoir avant la saison 4. Saison 3, ils sont absents. Mais là, ce qui est intéressant, par contre, sur l'histoire ça se passe dans un sac de pierre. Là, je suis en train de revoir la scène. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce système de sac de pierre qui va être repris dans la scène où Bran va assister à la création du marcheur blanc. Donc on a quand même un espèce de lien qui a été pensé à ce moment-là, quoi. Ils se sont dit, hey, mec, attends, on avait fait ça avec un cromlech. On nous dit que dans les gueules qu'il y aura dans le futur spin-off, il y a Rhys Ifans qui... Ouais. Oui, quand même un certain terrain physique qui... Ouais, mais Matt Smith aussi, j'ai vu le post de Nympha, mais par contre,
Par exemple, Kristen Cole, je trouve il me fait un effet un peu insipide, le mec qui a été casté. Non, mais tu as tort, c'est tout. Christian Cole, c'est le casting Netflix, quoi. Ouais, ça me fait un peu ça. Il y a un point d'exposition là qu'ils n'ont pas adapté et je sais pas si j'en suis ravi ou pas. Normalement, Théon, qui est un petit con, on va être honnête, shootait dans la tête de Garrett, ce que je trouve épouvantable, mais en même temps ça correspond tellement bien à sa mentalité. Mais je crois qu'il va être introduit beaucoup plus tard finalement, Théon. Et... Voilà, un peu en arrière-plan, en train de rigoler. On l'a vu donner l'épée à Ned, oui. Il tient son rôle d'écuyer du coup. Ouais, c'est ça, il a déjà son statut. Et il va avoir cette espèce de statut de frère rapporté quand ils vont trouver les loups juste après. Oui, c'est vrai. Mais Théon, c'est marrant parce que l'acteur avait fait le choix de ne pas lire les livres, donc il a vraiment pas anticipé ce qu'allait devenir le personnage. Et je trouve ça assez fort parce que finalement, il colle vachement, je trouve. Il est peut-être pas assez arrogant au début, mais par contre, quand il est dans sa descente aux enfers, il est hyper bon, quoi. Ouais, c'est un de ceux qui s'en sort vraiment mieux. Les petits ponts d'Irlande. Et on tombe sur le cerf mort qui va très vite être vu comme un présage. Ah, le coup de vieux avec Bran, 10 ans. Avec vous pouvez cocher la case du Bran. Mais pas qu'avec Bran, quoi. Enfin, j'avais l'âge de Jon Snow à l'époque, quoi, pratiquement. Épouvantable. Bon, j'ai pas encore l'âge de Sean Bean, mais quand même. Ça se rapproche, c'est pas si loin. Avec tous, effectivement. C'est intéressant là, ce plan, la manière dont c'est fait, parce qu'il y a ce que je trouve intéressant en termes de mise en scène, c'est qu'il y a très peu de coupes. Tu sens que ça a été vachement répété pour aller le plus vite possible. Oui. Je pense que c'est dû au fait qu'ils ont des vrais chiens et du coup, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi et qu'ils soient bien en train de faire ce qu'il faut, ils les mettent. Ils ont fait leur plan rapidement, tu vois, mais. Je suis d'accord avec toi, et puis c'est la deuxième fois que je les vois utiliser cette espèce de mouvement de travelling qui vient nous révéler un truc qu'on voyait pas jusque-là. C'est assez fort sur ce que ça dit et sur aussi un peu les rapports de force et même rien que nous, notre rapport à l'image. On vit la découverte en même temps que les personnages, voire même on l'anticipe parce que eux réagissent avant nous finalement. Je n'ai plus le nom du réalisateur de ce premier épisode, mais j'ai souvenir qu'il n'avait pas fait que ça dans sa vie. Je pense que le fait qu'ils aient foiré le prototype de l'épisode joue beaucoup dans le fait que celui-là soit meilleur. Ils se sont foirés, ils ont vu où ils avaient des erreurs. Le Hibberd montre qu'à l'époque, ils étaient encore suffisamment humbles pour le reconnaître et pour dire « Ah oui, finalement, il y a peut-être des choses à améliorer. » Ouais, tu vois, il est introduit en disant qu'il va buter un loup quand même, Théo, non ? C'est fort. Mais sur le, tu disais sur le côté, on a récupéré, mais ils avaient quand même pris un réalisateur de Cinoche pour le pilote, mais c'était pas adapté, c'était pas le bon réal. Et là, je sais que je me souviens plus du nom de ce réalisateur-là, mais c'est celui vraiment en termes de mise en scène, je crois que c'est un de mes préférés. Attends, je vais te redire ça. Timothy Van Patten. Ouais, c'est ça. C'est lui qui va réaliser le deuxième aussi, je crois, et qui va réaliser un autre truc. C'est normal qu'on n'ait pas la vidéo parce que c'est à chacun de la regarder chez soi. On n'a pas le droit de diffuser la vidéo. On n'a pas le droit de la diffuser. Pour des problèmes de droit. Ah, on a totalement raté le passage où Jon Snow se montre trop gentil en disant « Hé, le loup, c'est pour la famille Stark. Donnez donc les loups. » Effectivement, il y a 5 loups comme vos 5 enfants. Voyez-y, et butez pas tout ça. Qu'y a-t-il ? Eh ben, il y en a un 6e. Oh, ils sont tous trop mignons avec leur petit loup dans les bras. Ils ont des bouclettes, ils sont heureux. Papa, il est pas encore mort. Tout le monde, il est gentil. Tu sais, c'est vraiment le genre de truc où moi je montrais la série à tous mes copains et tu sais, ils étaient là, oh c'est trop mignon, ces machins, ces trucs, et t'étais là, vivement l'épisode 9 qu'on voit leur tronche. Donc, t'es déjà sadique, d'accord. Petite mise en scène, petit point de mise en scène encore. On prend le temps dans cet épisode vraiment de faire des vrais efforts, une fois de plus, de cinéma, de mise en scène, de mettre en place les scènes. Là, il y a eu le clocher avec le mec qui tirait dessus, on reverra quasiment jamais ça. Là, toute la mise en scène avec les sorts du silence, je trouve ça super chouette. J'aime beaucoup moins le fait que John Arryn ait des cailloux sur les yeux, mais sur l'approche de la spatialisation, l'utilisation des premiers plans et des arrière-plans et tout ça, il y a quand même quelque chose de super chouette qui se crée.
Et ce rapport, il est quasiment religieux avec le trône de fer, je trouve. C'est marrant de mêler à la fois la religion et le trône de fer dans cette première vision du trône, finalement. C'est aussi possible qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir plusieurs décors et que du coup, ils aient recyclé le décor du trône de fer en disant « Allez, personne dira qu'il fallait le mettre dans un septuaire plutôt que devant le trône de fer. » Ouais, mais je pense que c'est un choix de mise en scène aussi, tu vois. Parce que du coup, tu as la main morte, le trône, la religion qui est un peu autour, et ça te permet d'avoir le dialogue entre Jaime et Cersei, du coup. Oui, qui était absent, je crois, du pilote. Ouais. Mais par contre, c'est marrant, les showrunners voulaient à la base virer Max des Marcheurs Blancs. Ils voulaient ouvrir le premier épisode sur la mort de Jon Arryn, donc on devait le voir se faire empoisonner. Oh, l'erreur. Et du coup, ils voulaient vraiment adapter le cadre politique à la base de la chose, et la partie fantastique ne les intéressait pas trop. Ça s'est un peu vu, je pense, par la suite. Ça sent. On sent qu'ils sont moins à l'aise avec ça. Pendant tellement de saisons pour le finir comme ils ont pu. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Alors ouais, et puis le problème, c'est que ça serait passé le début finalement. Est-ce qu'on aurait perdu grand chose? Ouais, je sais pas s'ils avaient. Ça, c'est peut-être une coupe trop importante pour adapter le scénario, tu vois, mais. Un matte painting! Wouh! Ah ouais, du painting, je suis content. Bon, ok, les tours, elles sont pas très jolies, mais il y a un matte painting, je suis content. Ouais, ça aussi, tiens, le fait de suivre un personnage comme ça, qui se déplace, qui évolue dans son univers à lui, il y a quand même du monde autour, il y a quand même des figurants qui font des choses. C'est quand même hyper propre. Là même, il y a un décor de bois sacré, et puis tout prend un peu son temps. C'est un peu contemplatif, ça pose et tout. Ouais, moi j'aime beaucoup ce premier épisode de GOT. Ça introduit bien l'univers en fait. Ça prend son temps de tout poser. Il y a plein de choses à montrer. Mais il y a une dynamique quand même dans ce qui est montré, tu vois. C'est pas plan-plan non plus, quoi. Justement, ce que tu dis, Ezor, c'est important. Ça introduit l'univers. On n'a pas juste affaire à une histoire où on te présente des personnages, des espèces de marionnettes, pif paf pouce, il se passe des trucs, ça y est, c'est la fin. Là, on essaye de te raconter vraiment quelque chose et de te montrer que ce sont des gens réels, entre guillemets, on s'entend, mais c'est des vrais gens qui évoluent dans un vrai univers qui est construit. Ils prennent le temps et du coup, on a l'impression que on s'attache aux personnages aussi à cause de ça, je pense, et à la société et à l'univers à cause de ça. Ce qu'on retrouve plus du tout dans les dernières saisons où c'est complètement rushé, quoi. Pour ceux qui prennent en cours et qui veulent recaler l'épisode, on a quand même fait des petites vignettes pour que vous voyez à peu près où on en est dans notre visionnage et que vous puissiez vous caler à peu près en même temps que nous. Pour le moment, c'est la fête du Somme. Il y a Kathleen qui vient d'annoncer à Ned que son père de substitution est mort. Voilà. On est à peu près à 22 minutes de visionnage. Ça aussi, c'est intéressant. Le chapitre de Kathleen dont c'est tiré est contemplatif, autant que les 7 scènes, mais même encore beaucoup plus que ça, parce que Kathleen, on sent qu'elle est étrangère à cet univers-là de base. C'est pas ses dieux, c'est pas sa religion, c'est même pas sa maison de naissance. Là, il y a tout un pan surnaturel en partie qui a été oublié aussi, au profit justement de ce genre de scène. Mais trop bien, moi ce genre de scène, Complètement. je suis complètement client de ces scènes de vie quotidienne qui passent, où les personnages, il y a l'histoire, il y a le chandelier, il y a les gens qui sont en train de trier les légumes sur le côté. On a beaucoup de choses comme ça dans ce premier épisode. On a le boucher qui est en train de les raser, petite scène shirtless. C'est la chaîne pour le plaisir des yeux. Bon, on n'en est pas encore à faire de la sexposition, mais c'est vrai que là, ils font péter les tétons, quoi. Clairement, tu sens que la scène est faite pour ça. Mais dans la boucherie, moi je trouve ça marrant. Après, voilà, rien que ça, c'est symptomatique du fait qu'on va plus être sur de l'intrigue politique que sur des éléments surnaturels, effectivement. Voilà, tu vois, à peine ça a commencé que déjà c'est fini. C'est vraiment la scène téton du début, quoi. C'est pas possible autrement. Et là, il y a plein de plans larges et tout ça qui sont hyper chouettes, où tu vois le cortège, la musique, là, elle est excellente. Ouais. Pareil, prendre le temps de suivre Bran dans ce qu'il fait, ça aussi, c'est important. D'autant que ça va avoir une importance sur la fin de l'épisode, parce que Bran est un écureuil, il grimpe à tout ce qu'il trouve. Et c'est d'ailleurs une scène qui a été plus ou moins recyclée là aussi dans la saison 8. Je crois que l'arrivée de Daenerys commence comme ça, par un gamin qui crapahute sur les toits. Ouais, il y a beaucoup d'échos dans l'épisode 1 au premier épisode. Ouais, tu sens l'épisode 1 de la saison 8. Quoi. Ouais. La série qui essaye de faire référence à ce qu'il y avait de bon, quoi.
À défaut d'arriver Non, à la scène de sexe, position de Tyrion est dans cet épisode, elle arrive un tout petit peu plus tard. Faut pas presser, Charles. Maître Louis qui a introduit le aussi un billet. peu comme ça. Oui, en loose day, effectivement. Discrètement, mais c'est une présence qui commence à apparaître. Dans vraiment le Magnifique. côté éminence grise, quoi. Exactement. Bon, c'est à ce moment-là qu'il y a des NDM qui débarquent sur le chat. Kathleen, c'est marrant, elle a été recastée aussi, ça devait être Jennifer L ou Ellie, je sais pas comment on le prononce, qui devait la jouer, qui devait la jouer, qui finalement s'est désisté. On y a gagné avec Michel Ferlet, hein, je pense. Ah. Mais j'en suis pas sûr, on saura jamais, mais On saura jamais. ce que Michel Ferlet propose est très propre, hein, c'est sûr. Ah bah, moi, je l'adore. Dans son interprétation, je l'adore. Il y a une espèce de froideur qui se dégage d'elle et en même temps d'émotion. C'est ce complément, cette combinaison est assez folle, quoi. Voilà, Geoffrey. Et le limier. Et Arya qui assiste à tout ça, pas avec la famille, mais avec le petit peuple, avec les gardes, pendant que tout le monde est au garde à vous. Il y a Arya qui a 10 ans de moins aussi, quand même. Parce que... Mais c'est chouette, tu vois, il y a même la ville en dehors de Winterfell, tu vois. Enfin, il y a le village qui est à l'extérieur, quoi. Du coup, c'est vraiment vivant comme univers, ça, c'est chouette. Et petit détail discret, mais qu'on n'a pas remarqué là, et c'est normal, mais il y a déjà beaucoup plus de soldats Lannister au sein de la garde qui accompagnent toute la famille royale que de gardes royaux ou de gens qui ont la livrée barattée. On sait aussi, ça préfigure de l'importance qu'ont les Lannister au sein de la famille royale et même au sein du royaume par rapport à les Baratheons qui sont finalement complètement écrasés. Ils sont rois en titre, mais dans les faits, les Lannister bouffent toute la place, tous les postes et tout. Oh, on commence déjà avec des petits regards entre Geoffrey et Sansa. Et Rob qui commence déjà à ne pas aimer son futur beau-frère. Et attention, voilà l'arrivée des casques de la garde royale. Il y a des trucs au niveau des casques que j'ai jamais trop compris, hein, mais... On les reconnaît, on peut pas leur enlever qu'on les reconnaît. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont été faits pour être reconnus, mais du coup, il y a des fois, t'es là, mais c'est vraiment pratique votre truc, là, parce que là, tu peux manger avec, vraiment. Bon, d'accord, c'était pas fait pour ça. C'est vrai. Et Marcadi en Robert, c'était un choix qui était tellement excellent aussi. Il a une voix, ce mec, c'est trop bien. Moi, je l'aime d'amour depuis Chevalier, donc bon, je l'aimais déjà 10 ans avant. Je l'aimais avant que ce soit classe. Cette scène n'est pas dans le livre, je crois aussi, c'est juste pour bien montrer qui est le roi et la position qu'il a par rapport à tout le monde. L'arrivée, elle n'est pas dans le livre. Si. À pas à ce point-là, ils sont tous agenouillés devant lui, je pense. D'accord, ouais. En fait, si l'arrivée, elle est dans les livres, effectivement, mais il n'y a pas de génuflexion parce que c'est pas une tradition anglaise, ni américaine, du coup, logiquement. Donc ça, c'est un truc qui a été rajouté parce que effectivement, dans le pilote, ça avait été foiré et ils se disaient mince, on comprend pas le rapport de force qui existe entre eux, quoi. Ouais, Marcadi était aussi dans The Full Monty un peu avant, mais moi j'ai vu Chevalier avant de voir The Full Monty. Il était aussi dans le Robin des Bois de Ridley Scott, sorti la même année que la saison 1. On vous laisse avec cette information. Attends, ce que vous voulez. Et le Robin des Bois de Ridley Scott, est-ce qu'il va aller vraiment le détour? On en reparlera une autre fois, mais... C'est rigolo, la directrice de casting, pour le coup, elle s'appelle Nina Gold, et elle bosse beaucoup dans des grosses prods hollywoodiennes aujourd'hui, et c'est pas un hasard si vous retrouvez certains acteurs dans 1917 notamment, c'est elle qui bosse. C'est pour ça, je pense qu'entre autres il y a Richard Madden et qu'il y a l'acteur dont j'ai oublié le nom mais qui joue Tommen Lannister dans les dernières saisons, qui joue dans ce film là. Tu sens pas du tout le malaise entre Ned et Cersei, pas du tout. Mais alors tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Lena Headey en Cersei, mais moi je sais que j'ai un peu de mal, quoi. Voilà, c'est dit. Je m'en vais. Drop the mic. Ouais, j'ai un peu de mal parce que la Cersei des livres est beaucoup plus exubérante et j'ai beaucoup de mal avec ce calme froid qu'elle dégage, que je trouve pas inintéressant, mais qui est moins représentatif de l'image que j'ai de Cersei Lannister, si tu me parles. C'est vrai qu'ils ont différentes des livres, mais ils ont gardé un personnage froid et calculateur pendant toutes les saisons.
Et finalement, je m'y suis fait. Elle est différente des livres, mais ça reste un personnage bien foutu et qui est cohérent dans toutes les saisons. Et après, ça fait partie des choses qui font que j'aurai toujours ma vision des livres, tu vois, aussi. Ouais. Parce que c'est trop différent pour que je les confonde, quoi. Robert qui dit que tout ce qu'il voulait dans la vie, c'était guerroyer et baiser des filles. On est autour de cadavres dans une crypte. Merci, mon gros. C'est Robert. Oh là là. Quel personnage. Mais c'est Marcadi. Alors il y a un capital sympathique qui s'installe tout de suite. Oui, puis, Malgré et je trouve que ça c'est pas mal parce qu'en fait il y a certains personnages qu'ils ont réussi à caster pour te rendre comme la lecture des POV de Ned, tu vois. Genre le Robert était sympathique de suite parce que t'as le POV de Ned et du coup tu le trouves sympa. Quand tu vas voir le point de vue de Cersei, tu vas te comprendre que c'était quand même un odieux connard quand même un peu. Mais du coup il y a ce truc là, je trouve ils arrivent à toucher ça. Et sur Jaime aussi, je trouve qu'il y a un espèce de truc où ils arrivent déjà à te montrer la nuance, lui qui est montré comme un connard quand même pendant les 2 premiers bouquins, avant que tu puisses rentrer vraiment dans sa tête et te comprendre comment est le personnage. Ils l'ont un peu anticipé, mais du coup, ça fait... je pense que les gens qui ont vu la série et qui ont eu une première lecture post-série ont une image totalement différente de Jaime Lannister lors de leur première lecture des gens qui ont découvert le bouquin avant. Oui, c'est sûr. Ah, ta scène préférée arrive, Chris. Ah bah, une scène qui a survécu au montage du pilote. Vous allez avoir droit à la jolie petite perruque de Peter Dinklage. Magnifique. Mon Dieu. Donc cette séquence a survécu, entre autres quelques plans de la séquence ont survécu au pilote. S'ils ont fait le pilote, peut-être qu'il y avait une raison. Hein ? S'ils n'ont pas tout retenu du pilote, il y avait peut-être une raison. Ouais. Ils auraient dû aller jusqu'au bout du process et tout supprimer. Et c'est l'arrivée du personnage de Ross aussi, qu'on va accompagner tout au long de la série, enfin qui va nous accompagner tout au long de la série, et pour le coup c'est un des personnages que j'aime bien qu'ils ont rajouté. Alors ça n'est pas juste parce qu'elle est à poil la moitié du temps, c'est parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait en termes de narration avec ce personnage qui traîne toujours autour des puissants mais qui finalement n'accède jamais à leur niveau social et à qui ça va finir par jouer des tours finalement. Et le fait de créer une espèce d'intrigue parallèle que tu vois au fur et à mesure des dialogues des autres, j'ai trouvé ça pas complètement inintéressant. Il y a le côté sexposition avec elle qui est nul, mais par contre je trouve qu'avoir créé un personnage et lui avoir donné cette importance-là, c'était plutôt intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Je suis assez d'accord. Bon, ça recoupe peut-être un peu ce qui a pu être fait aussi avec Shae, mais je trouvais intéressant de voir aussi plus tard que quand elle sera tiraillée entre Littlefinger et Varys, savoir qui est le plus à même de la protéger. Si on peut revenir à la scène, je trouve quand même un peu dommage que l'introduction de Tyrion, les trucs qui ressortent le plus quand même à ce moment-là, c'est pas son amour des bouquins, c'est pas sa culture, c'est pas le fait qu'il soit sage tout en étant quand même très très drôle, c'est le fait que il aime baiser des prostituées et picoler. C'est pas la même manière d'introduire le personnage que dans... Oh là, ça aussi c'est grave. Non, pas du tout. Les 3 prostituées qui arrivent d'un coup, pouf, allez, je t'ai payé tout le bordel, vas-y, fais-toi plaisir. C'est vraiment pas la même manière d'introduire le personnage. Ah oui, c'est sûr. Ouais. C'est clair. Alors là, on assiste à un choc. Hein. Ouais, après, je pense que c'est un choix HBO pour montrer de la fesse aussi. Hein. C'était la chaîne. Elle fait pas le quota. C'est marketing. Hein. Là, on assiste à un truc, je pense que la scène de la crypte, elle devait exister en tant qu'entité dans le script et ils l'ont entrecoupée avec la scène de Tyrion. Ouais. Elle devait être en une seule partie et notamment, elle devait servir à introduire, là, c'est pas un hasard, ils vont terminer le dialogue en parlant des Targaryen et du coup, paf, on va basculer sur Daenerys si je dis pas de bêtises. Spoiler. Ne dis pas tout. Après, le découpage est intéressant dans le sens où dans la première partie, il y avait un Robert qui était très joyeux et qui, je crois, il a déjà fait sa proposition à Ned en lui disant « Deviens ma main du roi ». Oui, c'est pas vraiment l'endroit ni le moment de le proposer, mais c'est pas grave. Et là, on est sur un Robert qui est beaucoup plus triste et tu sens aussi qu'il y a un mec qui a des fêlures derrière. Et effectivement, on boucle sur Daenerys. Oh là 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 là, le charisme déjà à l'époque. Waouh! Bah, écoute, je trouve que moi, ça m'a pas trop gêné, Emilia Clarke en Daenerys. Tamsin Merchant, qui était la première à avoir été castée. Je sais pas si vous voyez qui est cette actrice qui jouait qui a joué dans Carnival Row récemment. Qui a dit d'ailleurs être contente de ne pas avoir fait Game of Thrones parce qu'elle n'aurait pas voulu faire les scènes de fesses qu'a fait Emilia Clarke.
Je pense que ça aurait donné un truc beaucoup plus dérangé au personnage tout de suite, parce que sa manière de jouer et sa manière de composer ses personnages sont tout de suite un peu plus portent un peu plus vers la folie. Daenerys a été plus le personnage tel qu'il a été interprété par Emilia Clarke a été plus doux, quoi. Moi, je sais que j'ai un gros problème avec... alors, pas le jeu d'Emilia Clarke en règle générale, pas Emilia Clarke non plus, mais je sais que sur le premier épisode, sa manière d'être complètement amorphe, ça amenait quelque chose que je trouvais énormément dérangeant. Bah là, la preuve en est. Ouais. Son frère est en train de la dessaper, est quand même en train de regarder la marchandise qu'il va bientôt vendre. Aucune réaction, quoi. Bon, c'est vrai que le personnage de Daenerys dans ses premiers chapitres, elle est complètement sous l'influence de Viserys, mais là quand même, symboliquement, c'est d'une violence. Je pense que tu as dit que c'est pour montrer l'influence qu'a son frère sur lui. Et c'est vrai. Dans les livres, c'est plus facile à dans le montrer fond, parce le qu'on fait a que je sois dérangé est peut-être aussi une preuve que l'intention est réussie, mais ça permet aussi de faire une évolution de personnage plus facile quand tu pars de Styba pour aller plus loin. Ouais, et puis ça te permet dans un épisode 1 de montrer le rapport de force entre Viserys et Daenerys qui va s'inverser au milieu de la saison, en fait. Donc t'as un truc comme ça. Après, moi j'adore Harry Lloyd en Viserys. Il est excellent. Il a d'ores et déjà la fébrilité du Viserys qu'on retrouve d'ailleurs dans les bouquins aussi, hein, d'ailleurs. Mais ça dans le chat, mais oui, il rend très bien le personnage. Il arrive à le rendre intéressant malgré le fait que ce soit quand même un connard. Après, sur le côté, alors je pense que ça tient aussi, à mon avis, au fait, alors sachant que le pilote de Daenerys a été tourné 2 fois, et qu'au terme de ces 2 fois, ils ont choisi de transformer la relation consentie de Drogo et Daenerys en séquence de viol à la fin de l'épisode. Je me demande si de ce choix-là ne découle pas le côté amorphe de Daenerys sur tout le reste de l'épisode, tu sais, pour montrer, pour le presque le justifier, tu vois, le fait qu'elle ne se rebelle pas à la fin de l'épisode, en montrant que ce personnage est complètement passif. C'est un choix que j'aime pas, que je trouve dérangeant, moi, en termes de ce que ça apporte sur le personnage de Daenerys. C'est un choix que je comprends quand ils disent qu'ils ne voulaient pas que ce soit une relation consentie pour revenir à de la violence, pour revenir à du consenti, parce que ça faisait un aller-retour. Mais je ne peux pas m'empêcher de déprécier cet écart narratif-là, quoi. Ouais. Petite introduction de Drogo, ma foi, bien sympathique. Je n'ai pas les sous-titres, là, il me semble quand même que le mec de Pentos s'adresse en Dothraki. Un gros boulot sur les langues, hein, dans la série quand même, que Martin ne fait pas lui-même, qui est quand même à mettre à leur crédit. Hein. Il a fallu créer des langues, les langues sont parlées, les langues sont vivantes. Et ça, je pense que c'est un côté... La série aurait été adaptée avant Le Seigneur des Anneaux, on n'aurait pas eu ça, je pense. Il y a un côté, Le Seigneur des Anneaux est passé par là, il y a eu l'elfique, et c'est très à la mode aujourd'hui, je trouve, d'avoir toutes ces langues inventées. Et même le Hobbit, tu vois, va mettre plus de langues inventées que ne le faisait Le Seigneur des Anneaux, puisqu'on va avoir toutes les langues du Mordor et tout ça qui vont apparaître aussi. Donc ça devient un trope de fantasy, peut-être, mais en tout cas quelque chose qui commence à faire plus vivre les univers quand ils sont portés à l'écran. Oui, qu'il est un peu réaliste, bien sûr. C'est vrai qu'il y a... faut faire remarquer qu'on voit le casque des Immaculés au fond. Dans la planche, j'avais pas remarqué, mais on voit effectivement la V1, ouais. Non, c'est la V1 de ces casques-là dans la cour de Illyrio. Ouais, les casques allemands, là. Oui, et on va les revoir. Oui. Ouais, et on va les revoir au moment où Drogo emmène la Daenerys, normalement. Effectivement, les armures ont été totalement repensées par la suite. Ça n'a plus rien à voir. Alors, je ne me souviens plus si Illyrio réapparaît plus tard. Je crois qu'il réapparaît, c'est pas le même acteur de mémoire. J'ai peur de dire une bêtise, mais non. Moi, je me suis demandé si c'était pas Varys qui prenait directement son rôle. En saison 4, effectivement, on est chez Illyrio, Varys le dit, mais on ne revoit plus Illyrio, effectivement. Parce que cet acteur-là, vous le retrouvez dans V pour Vendetta, entre autres, où il incarne la voix de Londres, donc c'est le présentateur télé qui est, c'est vrai. Qui est dans V pour Vendetta, ouais. Tout à fait. Si, c'est lui. Hein. Enlève-lui sa barbe et tu vas le reconnaître. Ah ouais, non mais... Ouais, puis il lui manque aussi quelques centaines de kilos pour faire Illyrio, mais... Ouais, non mais Martin, il a un rapport aux obèses qui est pas sain de toute façon. Enfin, dès qu'il décrit un mec en surpoids... Non, je suis désolé. Dès qu'il décrit un mec en surpoids, c'est pour dire... Ouais, celui-là, quand même, il prend 4 chaises normales, tout ça.
C'est un poilonnet malsain, quoi. Moi, je suis content qu'il soit un petit peu plus fin et virulent là sur ce coup-là. Mais c'est marrant, mais tous les acteurs qui sont décrits comme hyper obèses dans le même... on voit pas Manderly dans la série, mais ça aurait été intéressant. Ouais, c'est marrant. C'est vrai, son personnage est intéressant. Peut-être à la saison 6, je sais plus. Non, parce que t'as que les Mormons qui entrent en ligne de mire, je crois. Enfin, tu dois les voir, mais dans des arrière-plans. L'arrière-plan, j'imagine. Les supposés Manderly, quoi. Avec un drapeau qui traîne au fond pour faire... T'as pas le gros V-Man. Là aussi, un choix d'adaptation. Non, c'est bien. Elle les croise effectivement dans le Donjon Rouge, Arya, avec... Il y a bien Illyrio Evaris. Ça fait partie des points de mystère qui sont éclaircis tout de suite, parce qu'une fois que tu as les acteurs... Ah oui, exact. Tu le sais, en fait. Je réponds à Lilou 1975, un truc comme ça. 75, oui. Ouais. 75. Mais tu voulais dire un truc, du coup, Ezor, et je t'ai coupé. Non. Je sais plus, ça devait pas être intéressant. Ça devait être passé. Le point sur les cheveux de Catelyn, je trouve ça intéressant aussi, puisque c'est la dernière phrase qui clôt le chapitre de Catelyn aux noces pourpres. C'est intéressant qu'il se soit attaché à ce détail. Je sais plus quelle est la phrase exacte, mais elle est d'une tristesse. Je crois que c'est un truc du genre « pas mes cheveux, Ned adorait mes cheveux ». Ouais, c'est ça. Cette scène de coiffure était vraiment... Je disais que Eridan connaissait par cœur les bouquins, c'était pas une blague. Non, mais allez pas vérifier, c'est scène de vie. Encore des petites scènes de vie avec des figurants qui font passer de la bidoche. Et la plus belle couronne possible pour Bobby. Si on voit que Robert est parfaitement à l'aise au milieu de tous ces gens, ce qui va très vite énerver Cersei. Mais tu vois, on est alors une fois de plus, avec toute cette bidoche, on est un peu dans les clichés du médiéval fantastique. Hein. Si vous pensez que les gens mangeaient beaucoup de viande au Moyen-Âge, on vous renvoie au bouquin de Florian Besson et Justine Breton, Le Moyen-Âge de Game of Thrones, qui déconstruit un peu ce genre de mythe. Et on va voir Benjen qu'on retrouvera dans la série du Seigneur des Anneaux, a priori. Alors quand j'ai fait les captures d'écran de Jon Snow, à ce moment-là, m'a fait penser à Roche Dizem, mais je ne sais pas pourquoi. Ne m'en veuillez pas. Je crois que c'est l'acteur qui a le moins changé si on enlève la barbe et la coupe de cheveux qui lui ont modifié pour essayer de le rendre plus... Je sais pas, pour essayer de lui donner du charisme virtuellement. Mais il a moins changé que les autres, on reconnaît plus à travers les saisons. C'est peut-être voulu parce qu'en même temps il apparaît dans la saison 1, puis plus du tout jusqu'à la saison 6 à peu près. Il va falloir le faire reconnaître à un moment donné. Toi tu parlais de Kit Harington, Ezra ? Oui, de Kitty, ouais. Ah pardon, excuse-moi. Benjen qui du coup va avoir qu'on va retrouver dans les saisons futures parce qu'il faut à un moment il va y avoir besoin d'un personnage et ça va être lui quoi. Son commentaire. John qui commence. Il y a un avis de Corondar sur la barbe. Chris, je te laisserai. Alors qu'est-ce qu'il dit Coco ? Kitty qui nous rappelle aussi qu'un mec est toujours moins mignon sans la barbe. Mais c'est pour ça que Peter Dinklage va la laisser pousser après. Je pense. Tout est là-dessus. Non, je pense que c'est pour lui donner un côté plus dépressif, tu vois. On est dans ce cliché un peu des gens qui se rasent pas, donc du coup c'est qu'ils sont dépressifs. Et là, on a une des répliques phares de la saga quand même. Tous les nains sont des bâtards aux yeux de leur père. Mm. Il ne sera pas énormément repris de toute façon le personnage de Tyrion, ce qu'ils en ont fait. Ouais, c'est dommage d'avoir moi ça fait partie des trucs qui m'ont jamais trop gêné parce que j'ai pas un affect particulier par rapport à Tyrion, mais... Ouais, mais il est tellement pertinent en saison 1 et à côté de ça, je sais plus à partir de quand, je crois que c'est dans la saison 5, la formidable saison 5, où on commence à lui mettre dans la bouche ouais, c'est ce que je fais, je bois et je sais des trucs. Et critique pas, c'est le logo du stream. C'est le logo du Twitch. Non mais je vous juge les gars, c'est tout. Enfin, je me juge aussi d'ailleurs en passant, mais voilà. Et on revient sur cette séquence. Alors, je sais
Je sais plus à quel moment apparaît. Ah non, ça va être un peu plus tard. Il y a une espèce de proto Jane Poole qui apparaît, tu sais, genre ils ont mis une copine à Sansa, au cas où. Alors, si jamais l'histoire va bien, on pourra la ressortir du chapeau. Je crois que c'est par là, oui, qu'elle apparaît. Ça aussi, ça fait partie des choses qui étaient pas du tout développées dans les livres, je crois. Benjen, on ne le voit jamais dans un chapitre d'Eddard, il me semble. Eddard en parle, mais il y a peu d'interactions entre eux. Je crois d'ailleurs que c'est la seule scène où on les voit ensemble. C'est la seule scène où ils ont l'occasion d'être ensemble aussi. On en parle pas mal avec John dans les POV de John. Est-ce que c'est pas l'heure de spammer sur Henry Cavill? On peut toujours dire que Henry Cavill aurait fait un très bon Benjen Stark. Et ben, je pas personnellement. Je veux pas rentrer dans ce débat là maintenant. Henry Cavill mérite mieux que le rôle de John Stark, de Benjen Stark, pardon. De John Stark. Bla. Il y a un boulot sur les coiffures en saison 1 aussi qui est intéressant. C'est les coiffures de Sansa qui vont évoluer de plus en plus depuis celle de sa mère vers celle de Cersei. C'est un truc qui est assez chouette quand même. Les vêtements aussi, je crois. Le plan qu'on vient de voir de Sansa où elle est en face de Cersei et Catelyn est un plan qui a survécu au pilote. Il y en a eu donc deux, c'était celui-là et celui avec Tyrion avec sa perruque. Ouais, c'est ça. On est en train de perdre Chris. C'est vrai. Oh, le moment de gênance. Tu as déjà eu tes règles? En fait, comment te dire? J'ai pas trop envie de t'en parler. Je sais pas si ce dialogue-là existe dans le bouquin sur les règles, mais par contre, c'est pas mal de l'avoir mis là parce que ça va être très important dans la saison 2. Ça introduit énormément ce qui va se passer dans la saison 2, effectivement. Ou saison 3, je crois que c'est saison 3 où il y a l'histoire des règles avec Shae. Mais enfin, très vite, on fait comprendre à Sansa que de toute façon, à partir du moment où elle va fleurir, on va te marier à Joffrey et tu vas passer à la casserole. Donc, le fait que ce soit introduit dès cet instant-là, l'importance que ça a dans cette société-là, en tout cas, c'est assez judicieux. Ah, première rencontre Jaime Ned, tout se passe bien. Et ça, c'est pareil, c'est intéressant parce que la seule fois où ils vont vraiment se recroiser derrière, ça sera l'arme à la main, quoi. Donc, c'est cool. Je trouve que c'est dans l'épisode 3 aussi où ils se rencontrent vers le trône de fer, il me semble. Ouais, qui permet d'introduire justement la relation de Jaime en tant que Kingslayer, quoi. Ouais, c'est là où on explique qu'il a tué le roi et qu'il aurait pu prendre la place, mais... Et c'est intéressant ces confrontations parce qu'elles se terminent, tu vois, il y a vraiment ces deux mondes qui sont incapables de cohabiter, quoi. Mais d'un autre côté, c'est vrai que dans la saison 1, je suis d'accord que souvent on introduit des discussions qui nous permettent de comprendre qu'il y a deux mondes qui ne peuvent pas cohabiter. Et justement, on perd aussi quelque chose derrière, c'est-à-dire que ce qui ne matche pas dans la relation Cersei et Robert, c'est qu'ils n'ont jamais su communiquer ensemble, alors qu'à l'inverse, dans la saison 1, on les voit énormément parler ensemble. En même temps, narrativement parlant, ça permet aux spectateurs de comprendre ce qui se passe. Donc pourquoi... Ouais, et puis moi, la scène de dialogue entre Robert et Cersei, je l'aime beaucoup. Celle qui a été rajoutée pour qui a été écrite. Mais je suis d'accord. Je trouve c'est une très belle scène et je trouve que plutôt que parce que le problème, c'est que dans une série comme ça, si tu ne fais pas se croiser les personnages, tu ne pourras jamais savoir qu'ils communiquent pas ensemble en fait. C'est vrai. Parce que c'est trop dense, il y a trop d'informations, alors que le fait de les mettre ensemble et de voir qu'ils sont pas du tout sur le même registre d'émotions et de réflexion, bah du coup oui, là tu vois que ça peut pas matcher, quoi. Là normalement, il devrait être en train d'essayer de concevoir un 6e enfant, je crois. Et bah c'est pas plus mal que ça a été abandonné parce que ça rend la scène beaucoup plus tendre du coup. Et où on voit mieux la complicité, je trouve, entre Ned et Catelyn à travers juste cette scène-là. Mestre Lewin, réintroduction. C'est le moment où vous allez pouvoir noter que les serviteurs à Winterfell ne grattent pas la cire sur les murs. Mais... Oh, grave. Les gars, au bout d'un siècle, on l'a Ouais, c'est ça. Non, je sais plus, il y a un plan de Catelyn où tu vois que ça dégouline derrière. Ça me fait marrer. Ça se bat sur Henry Cavill, visiblement. Hein. Oui, je crois qu'il y a... Les gens sont pas d'accord. L'épisode n'a plus aucun intérêt maintenant. C'est bien que les gens sachent se recentrer sur les débats de fond. Ils ont raison. Regarde, sur la cheminée, toute la cire qu'il y a qui coule. C'est ouf. Bon, en même temps, c'est une cheminée. Si tu poses des bougies dessus, c'est normal que ça coule. Mais... Oui, c'est vrai. Après, là aussi, ce que tu disais tout à l'heure, ça renvoie à tout un imaginaire du fantastique médiéval, plus même encore que du médiéval tout court, qui est...
les serviteurs qui font pas leur boulot, quoi. Et je sais pas si on aura l'occasion d'en parler une autre fois en Twitch, mais dans le Trône de Fer, du coup, les éclairages sont des éclairages sources, c'est-à-dire que la lumière est supposée être naturelle. Bon, bien évidemment, ce ne sont pas les bougies dans cette scène-là qui éclairent les visages des acteurs, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une scène où les bougies ont eu une importance, c'est la scène des Noces pourpres, où le réalisateur a fait sortir il en avait mis énormément et il a fait en sorte que les serviteurs des frais sortent les bougies au moment de la cérémonie du coucher, ce qui assombrit la scène et du coup lui donne une autre dimension et qui va amener du coup aux fameuses Noces pourpres. Je trouve cette scène-là très bien faite. Ce plan-là, je le trouve très bien fait avec l'ange et le démon chacun de leur côté. Je vous laisse libre de définir qui est qui. Moi, je dirais entre l'émotion et la raison, tu vois. C'est vraiment plus ça le dilemme de Ned, de suivre son cœur ou de suivre des conseils, on va dire, pragmatiques. Là, en plus, où je pense que c'est vraiment bien fait, c'est que je crois qu'il y a un vrai travail d'adaptation là-dessus. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que dans le débat originel, dans le livre, on n'a pas du tout cette opposition entre sa femme et son maître, entre Catelyn et Luwin. On a vraiment une opposition entre Ned contre les deux autres qui lui dit « Non mais allez, vas-y, va venger ton père d'adoption. » Du coup, l'adaptation là-dessus est pas fidèle, mais elle est très bien faite. Mais elle est pertinente. Très judicieuse, voilà, exactement. Alors, il y a plein de choses à dire sur le mariage de Khal Drogo et Daenerys. La première, c'est que l'arche où ça a été tourné n'existe plus, elle a sombré dans la mer. La deuxième, c'est qu'après ça, les zut, je ne vais pas y arriver. L'équipe de tournage n'aura plus le droit de tourner à Malte parce qu'ils ont saccagé un site protégé. Voilà. Ouais. Félicitations. Là aussi, dans la manière de construire tous les personnages, je trouve ça assez habile. On voit que Viserys est complètement en décalage dès ce moment-là, ne serait-ce que vestimentairement parlant, en fait, avec tout ce qui est en train de se passer. Personne d'autre n'est habillé comme lui. Il va y avoir Jorah qui va arriver avec beaucoup trop habillé par rapport aux autres, mais qui va du coup entrer en résonance avec Viserys, quoi. Ouais. Et tu vois vraiment tout le côté sauvage des Dothraki, quoi. Enfin, là, ils vont se mettre, je crois, bon, les gens ont des tétons parce que il faut de la sexposition sur HBO, les gars. Et puis, c'est pas du porno, c'est HBO. C'est ça. Voilà, mais surtout, tu vois tout le côté sauvage, ne serait-ce que dans la viande, avec les mouches qui tournent autour, dans le rapport des gens. Voilà, et on s'entretue, ça c'est cool. Ça, pour le coup, il me semble que alors autant la copulation n'est pas dans le bouquin, je crois. Autant, par contre, la bataille... Si, je crois que si. Je crois que justement, ils se battent pour la même raison et que c'est Illyrio qui dit qu'un mariage sans 3 morts, c'est pas un vrai mariage. Quelque chose comme ça. Alors, c'est intéressant. Il y a quelqu'un dans le chat qui soulève le fait que Jorah arrive avec des livres. Oui. Et il me semble qu'un de ces livres-là, c'est Fire and Blood, non? Oui. Il n'y a pas d'histoire comme ça? Enfin, en tout cas, ça parle de dragon. Non, c'est pas ça, c'est que... Et ce qui est dit, c'est que ces livres auront sans doute de l'importance pour Dany plus tard, pour comprendre. C'est des livres de contes, ça c'est sûr, des livres de contes de Westeros, mais je ne crois pas qu'il s'agisse de Fire and Blood. Marty n'a pas encore l'idée de Fire and Blood dans Agot en 98, je crois. Ça vient beaucoup plus tard. Je crois que c'est contemporain d'ADWD et encore. Corondar qui dit on s'arrête tous, les œufs sont dans la place. Mais c'est des avocats, hein. C'est des gros avocats. Je pense que tu le casses en deux, tu fais juste un bon guacamole. Parle de quoi là? Des œufs de dragon. D'accord. Bah, tu vois, elle l'a reconnu tout de suite qu'il était de son pays parce qu'il a des livres et il porte des vêtements chauds, quoi. Mais c'est marrant, moi, tu vois, dans les bouquins, je me souviens que j'ai mis très longtemps à faire le lien entre Jorah Mormont et Jeor Mormont. Tu sais, c'est peut-être un truc qui serait un peu évident, mais j'étais ado quand j'ai lu les bouquins et il y a eu un espèce de moment, tu sais, dans ma tête, genre oh putain, mais en fait. C'est qu'ils sont très, géographiquement et dans leur façon d'être, ils sont opposés à peu près sur tous les niveaux. Non, et puis même dans la série, je sais pas moi à quel moment je l'ai compris, mais effectivement. Il donne l'épée grand griffe à Jon, je pense, où il dit que son fils Jorah Mormont est parti en exil et que du coup il préfère donner l'épée à Jon. C'est là où on comprend qu'il y a un lien. Même Jorah Mormont, il y a un espèce de truc que si tu captes pas trop. Alors je crois que dans la série, tu vois, ils ont fait en sorte que la scène du conseil où Varys dit qu'il a Jorah Mormont à côté de Daenerys pour le cas où il faut la buter,
Ils l'ont enchaîné avec une scène de Daenerys. Du coup, c'est assez. Tu le comprends, quoi. Mais quand tu lis le bouquin, je me souviens que c'est le genre d'information que je n'ai compris qu'en deuxième lecture. Ah, tu m'étonnes. On dirait des ballons de foot américains. Oui, aussi. Et on va arriver à cette superbe séquence. Ceci dit, là encore, l'angle de caméra est très bien fait avec un Drogo que tu sens en pleine puissance, marchant au travers de tout le monde, avec la caméra qui l'accompagne, qui le précède même, alors que Daenerys, elle est complètement bloquée et par le cadre et derrière par les gens qui se rabattent sur elle. C'est oppressant à mort, c'est bien tourné, faut reconnaître. Hein. Oh, les casques à pointe. Ouais, les casques à pointe, mais ils sont vraiment, heureusement qu'ils n'ont pas gardé ces immaculés-là. Je crois que je préfère la version Star Wars qui a été adoptée finalement en saison 4. Grave. Oh, 4. Et Rondard qui est la scène qui a fait beaucoup couler d'encre. Plus aucune importance, je crois, par la suite. L'argenté, on l'oublie complètement dans la série, je me semble. On le voit, elle est dessus, mais on n'en parle pas plus que ça. Enfin, Je crois que la scène où Khal Drogo tombe de cheval, par exemple, on le voit encore. Là, le cheval, il meurt en saison 2, hein, effectivement, dans la première scène, effectivement, je crois, où apparaît Daenerys. On voit le cheval qui se vautre sur le côté et qui meurt dans le désert, du coup. Oui, quand il traverse pour arriver à Kar, effectivement. Il est tellement horrible vis-à-vis. L'injonction, génial. Ah, puis le sourire, le regard, il y a tout. Quoi. Bon, après, là, il y a un truc. Après, là, il y a un espèce de truc, de cliché qui se déconstruit, tu sais, du coucher de soleil hyper romantique, et la scène va pas être romantique, tu vois. Ça, à la limite, tu veux bien leur concéder. Mais. Est-ce que c'est voulu ? Aussi, je pense quand même. Oui, je sais pas, tu fais pas ça complètement innocemment. Tu mobilises 60 personnes pour aller tourner une scène. Je suis mitigé. J'aime pas je déteste, hein, franchement, les scènes de viol. D'un autre côté, le fait d'en avoir fait une scène de viol plutôt que ce que disait Martine en plus. Oui, dans mes livres et dans le pilote, c'était des ébats amoureux, c'était un jeu de séduction. Oui, enfin, en même temps, vu tout ce que t'as construit avant, c'est chaud, quoi. Harry Lloyd, on l'a revu, il a joué. Alors moi j'ai des souvenirs de Doctor Who dans lequel il a joué pour répondre aux questions sur le chat, notamment dans des épisodes de l'époque où c'était David Tennant qui était docteur. Il y a un double épisode où il est dedans. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. C'est l'épisode où le docteur perd la mémoire et où il stocke son âme dans la montre. Ouais. Ah oui, très juste. Il a les cheveux noirs. Oui. Ouais, il est brun dedans, ouais. Ah, bien vu. Et là, il y a un espèce de truc où il lui fait décroiser les bras, mais c'est juste pour le spectateur, quoi. Et ça, je trouve ça assez nul, en fait. Ouais, bon, de toute façon, toute la scène est dérangeante, hein, mais oui, là, oui, clairement. Oui, c'est vrai que bon, ça sert à rien. C'est cadeau, c'est gratuit. C'est pas du porno, c'est HBO. Ça pourrait devenir un gimmick, tiens. Et là, on a le limier qui est pas maquillé du bon côté, je crois, si je dis pas de bêtises. Même le maquillage global est mal fait par rapport au point de vue. Oui, puis il est assez nul, ouais, en plus. Par rapport à ce qu'il est encore en test. Hein, grave tâche. Et la perruque blonde de Théon, je crois. Théon était blond dans la version du pilote, avant qu'il décide de lui laisser ses cheveux naturels. Non, parce qu'il est brun dans les livres. La complicité quand même entre Ned et Robert qui est sympa. Ils les ont bien construits là-dessus aussi quand même. Je trouve que là vraiment Sean Bean, après plus tard je trouve qu'il a un peu moins la tronche, mais dans cette séquence-là il a vraiment la tête de Ned, je trouve, tel qu'il était dessiné par les fan-art d'avant la série. Ce qu'on peut voir entre autres avec le travail d'Amok. Oui, effectivement. Je trouve qu'il a vraiment ce côté carré, alors qu'il est joué par la taille de barbe, le fait qu'il ait les joues un peu plus creuses, il est un peu plus bouffi, je trouve, sur la fin de la saison. Tu sens qu'il tourne dans des décors un peu plus chauds et un peu mal, quoi. Et oui, et Bran et le petit loup qui vont partir à l'escalade. Oui, dire au revoir aux gens avant de partir pour Port-Réal. Profiter une dernière fois, faire de l'escalade. Vivre une vie de petit garçon joyeux et heureux à qui il n'arrivera jamais de mal.
Et devenir chevalier surtout, parce que c'est ça. Bien sûr. Chevalier de la garde royale. En vrai, on va faire un podcast complet sur Bran, qu'on enregistrera la semaine prochaine. Donc du son du mur, avec un contenu un peu dense. Voilà. Vous pourrez aller l'écouter quand il sera monté. On a plein de choses à dire sur Bran. Là, on retrouve quand même l'ironie martinienne. Enfin, la manière dont on nous a introduit Bran et l'escalade, et qui était d'ailleurs assez bonne, c'était justement Catelyn, la réaction de Catelyn tout à l'heure de dire Bran, surtout, il ne faut plus jamais que tu grimpes parce que c'est dangereux. Promets-moi que tu ne grimperas plus. Et ça, c'est marrant parce que tu te dis, aujourd'hui, les spectateurs ne réagiraient plus du tout de la même façon. Ils vont se dire, c'est sûr, il va se passer un truc quand il va grimper. Le fusil de Tchekhov est trop gros. Mais parce qu'on a l'habitude aussi maintenant. Oui, parce qu'on a cette habitude-là, parce que Game of Thrones est passé par là. Mais voilà, à cette époque-là, un peu moins, quoi. Autant HBO a un rapport, des fois un petit peu crado, à la nudité des femmes, autant sur le personnage de Cersei, je trouve qu'ils ont très bien géré la nudité. Là, normalement, dans les livres, ils sont tous les deux à poil et ça aurait pu clairement être la fête du slip. C'est donc surprenant qu'HBO y ait renoncé. Je crois que Lena Headey... C'est Lena Headey qui est pour quelque chose, elle était enceinte et elle n'a pas voulu. Elle ne voulait pas, même les scènes de nu, elle ne les voulait pas, parce que même le Walk of Shame, il va y avoir un trucage. Donc. Et je trouve ça vachement intéressant, justement, parce qu'à l'inverse de Mélisandre et de Daenerys, où alors là, c'est vraiment tout le temps, dès qu'on peut montrer un téton, on y va, et même plus. Oh, j'adore cette scène, et en même temps, qu'est-ce que c'est violent. Et là, tu vois, il y a un joli cut, il arrive dessus, paf, c'est propre. Tu vois, je comprends pas du coup le début qu'ils aient pas mis un cut. Voilà. La scène est excellente, la scène est très bien faite. Pour terminer juste sur la nudité de Lena Headey, je trouve ça très intéressant que la seule fois où on va la voir nue, ce sera justement pendant la marche d'expiation, donc dans un moment qui est juste une torture. Pour une fois, la nudité est pas associé au plaisir pervers du spectateur de regarder un corps à poil. Non, c'est vraiment, on est en train de l'humilier, on est en train de la faire souffrir, et ça passe par sa nudité. C'est vraiment une autre manière de traiter la nudité qu'on n'avait pas du tout dans le reste de la série et que je trouve très intelligente. Emilia Clarke va revenir dessus quand même. À partir d'un moment, elle va dire non, j'en veux plus, quoi. Donc ça va changer, quoi. Le rapport, je pense que le fait que en tant qu'actrice elle prenne du galon et que du coup elle soit de plus en plus importante, à un moment, je pense qu'elle va aussi se permettre de dire des choses. Dans la saison 1, elle est juste, c'est une newbie de tournage, du coup elle ne se permet pas. Ça se voit d'ailleurs dans le Hiberd, quand on lit les passages de la première saison sur la nudité, elle en parle, elle dit qu'elle refusait rien parce que de toute façon, mais que c'était quand même pénible pour elle, il me semble. Ouais, elle dit que c'était pénible. Elle disait même qu'elle allait pleurer entre deux bagnoles et qu'elle voulait pas les faire, les scènes. Et le bouquin de Hiberd, d'ailleurs, il y a un truc un peu chelou, parce que ils te mettent ça en parallèle avec Jason Momoa qui fait des blagues sur sa chaussette de bite. Un peu étrange, mais bon, on a déjà eu l'occasion d'en parler, quoi. Mais bien sûr. Le rapport à la nudité de la série est quand même toujours hyper étrange. Alors Chris, dis-nous tout, si on veut retrouver nos réflexions sur le Hiberd, où est-ce qu'on doit aller ? Il y a un podcast de la garde de nuit et il y a un sujet dédié dans le blog de la garde de nuit, mais c'est passionnant. Ça veut dire qu'on peut les retrouver facilement en quelques clics. C'est formidable. Tout à fait. Juste si on peut revenir sur la chute de Bran, parce que moi j'ai un affect particulier avec cette scène. D'un côté, elle m'a complètement horrifié. Je rappelle que j'avais pas du tout lu les livres, donc je m'y attendais pas du tout. Et on était quand même en 2011, donc à un moment donné où les enfants, ils étaient encore relativement protégés. On ne faisait pas du mal à des enfants, à part dans les gros films de monstres. Mais bon, voilà. Même là, on se limitait à des choses. Là, le fait de voir un chevalier, quand même, la figure du héros, la figure du gentil de base, voir un chevalier pousser un enfant du haut d'une tour et conclure ton épisode là-dessus, ça m'avait fait moi une impression de ouf. C'est rigolo ce que tu dis parce que moi j'avais pas le même rapport parce que j'avais lu le bouquin et on en a causé. Je vais faire une autre pub moi du coup. Quand on a fait l'épisode de la Douve avec DNDM et Babar du coup pour leur bouquin, on a parlé de ce rapport à la série et DNDM disait que lui il avait que cette scène-là elle avait brisé tout un tas de tabous en lui et que elle était c'était le truc le plus transgressif qu'il ait jamais vu en fait et du coup et que c'est à partir de là justement qu'il a vraiment commencé à regarder la série quoi. Je suis assez d'accord, c'est là où tu te dis je suis en train de regarder quelque chose
que j'ai pas encore vu en fait. C'est pas une C'est ça. énième série que j'ai, enfin une redite de série que j'ai déjà vue 20 fois. C'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose. Enfin, on sait pas si ça va être bien à ce moment-là, mais au moins c'est quelque chose de nouveau. Ah Mais le cliffhanger bouquin. là, pardon, vas-y, Chris. Ouais, bah non, mais moi le bouquin m'avait fait cet effet-là. Hein. Je sortais, tu sais, j'avais 16 ans, tout ce que j'avais lu, c'était du Gemmell, du Stan Nichols, les bouquins de chez Brajlon et le Seigneur des Anneaux, tu vois, et Harry Potter, et du coup tu lis ça dans la foulée. T'es là, ah ouais, ok. Toi, tu vas le lire d'une traite, tu vois. C'est-à-dire que Bran tombe à la fin du chapitre de Bran 2, bah, tu enquilles directement, toi, sur le chapitre suivant, qui doit être Tyrion 1, si j'ai bonne mémoire, où tu vois directement les conséquences. Moi, je me prends ça en pleine face, et je me dis, mince, c'est quoi la suite ? Toi, tu fais partie des gens, parce que c'est assez rare, hein, les gens qui, en première saison, ont fait le suivi à l'épisode par épisode. Parce que, enfin, à la semaine, tu vois. Moi, j'ai la coupure à ce moment-là et je me dis, mince, mais je veux grave savoir ce qui se passe ensuite. Enfin, ils viennent effectivement de faire une transgression de malade pour l'époque. Hein. Maintenant, bon, bah, c'est vrai qu'après 10 ans de Game of Thrones, ce genre de truc, tu te dis, ouais, c'est même bizarre qu'il n'y ait pas un feu en dessous qui attende Bran, qui se soit pas fait déchirer la peau avant, ou etc. Parce qu'ils sont allés tellement loin dans le gore à un moment donné que, voilà. Mais à l'époque, c'est tellement transgressif que juste tu te prends une claque monumentale et on te fait un cliffhanger dessus qui est pas putassier, mais qui est fort, qui est très très fort. Du coup, en termes de ce que ça raconte aussi, je trouve ça réellement intéressant parce que Bran apparaît quand même dès les premières images post-génériques, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Ouais, en gros, donc, oui, il arrête, se fait choper et puis il arrive juste après, quoi. Même si tu t'es pas énormément concentré sur lui, finalement, tu l'as quand même. Tu sais un peu ce qui lui est arrivé sur l'ensemble de l'épisode. Et c'est vrai qu'en termes de destin brisé, en termes de destin martinien, justement, ça raconte déjà tellement de choses sur ce que va être la suite, c'est fortiche. Non, mais on a vraiment un truc. Avec Bran, je pense qu'il y a un choix qui a été fait, mais une fois de plus, c'est la qualité du travail d'adaptation qui a été fait sur la saison 1. C'est. Bran, il prend un peu les spectateurs par la main pour leur faire découvrir un peu l'univers. Tu vois, en dehors des scènes qui sont à Port-Royal et à Pintos, tu vas vraiment le suivre lui pendant tout l'épisode. Ça va être un peu ton encre d'amarrage pour que tu puisses suivre toute l'histoire, quoi. Et tu vas toujours repasser par son point de vue. Donc du coup, logiquement, c'est aussi pour t'amener sur cette chute, parce que finalement, c'est le personnage que tu as le plus vu presque. Alors, on pourrait jouer à un jeu de compter le temps d'écran qu'il a sur l'épisode, mais voilà, il y a cette idée aussi, je pense, de construire cette continuité-là dans l'épisode 1. Bon, on va faire peut-être un petit peu de réaction post-épisode et puis après on va se laisser. Yes. Il y a plein de débats sur quel est le pire trauma du coup de la série. Entre Kit Harington, Dorne et la mort de Soren. Choisissez votre camp. Le pire trauma de la série, je sais pas, hein, le bébé avec le marcheur blanc qui va au palais de la Reine des Neiges, moi ça reste un trauma. Hein. Mais on va faire deux types de trauma, le trauma ridicule et le vrai trauma qui t'a poussé à te dire c'est une série qui est bizarre. Ouais, c'est ça, c'est pas tout à fait les mêmes traumas, quoi. Voilà. Y a des trucs où tu t'es senti un peu violé en ton âme parce que c'était bien et d'autres parce que tu trouvais ça nul, quoi. C'est pas du tout la même chose. C'est celui qui t'a poussé à l'alcoolisme. C'est ça, forcené. Dans ce cas-là, je pense que le must du must, ça reste le plan sur A Song of Ice and Fire à la fin de la saison 8. Je pense que là tu peux pas aller plus loin, je pense, que ce truc-là, quoi. C'est la blague, tu sens, ils se sont dit, ça va être une blague entre nous, et nous, on va kiffer, on va rigoler, et eux, ils vont être dégoûtés. Ouais, bravo les gars, c'est exactement ça, quoi. Il y a la mort d'Oberyn qui est proposée. C'est vrai que quand t'as pas lu les livres, la mort d'Oberyn, elle est quand même à peu près inattendue. Tu sais quoi ? Je pense qu'on va faire une transition. On va faire une transition entre ce petit débat sur les traumas et ce qu'on avait l'intention de proposer aux gens. Je t'en prie. Fais donc une transition. Non, mais je sais pas. C'est ce que vous en dites. Ouais, faisons ça. On pensait renouveler les. Alors, on va pas enchaîner sur le deuxième épisode parce que sans ça, on est parti pour remater toutes les saisons de Game of Thrones et ça va faire beaucoup. Ce qu'on propose. J'ai pas envie de revoir. Ce qu'on voulait proposer, c'était de composer une saison anniversaire de Game of Thrones. Donc, on a maté l'épisode 1. On matera en 10e épisode le dernier épisode de la saison, donc l'épisode de la saison 8. Ce qui nous permettra d'ouvrir sur la fin de Game of Thrones et de faire un débat autour de ça. Et au milieu, on va créer un petit sondage qui permettra
aux gens de choisir les épisodes qu'ils veulent mettre. Donc on va choisir un épisode par saison, sur les 8 saisons, qu'on fera en commentaire live comme on a fait là, parce que ma foi, je pense que c'était assez intéressant et à suivre, et enfin à suivre, ça veut nous le dire, mais en tout cas, nous, à faire, c'était plutôt cool. C'est marrant. Voilà. Donc on mettra un petit truc, donc vous pourrez voter pour un épisode par saison, avec dans l'idée on se garde un droit de veto si jamais il y a trop d'épisodes bataille qui tombent, de pouvoir choisir celui qui arrivera en numéro 2 quoi. Voilà. En gros pour le projet, pour cet anniversaire, je pense que dans le matage, on sera peut-être un épisode par mois, peut-être 2, on n'en sait rien, mais on verra bien comment ça se présente. Qui est dispo aussi pour mener à bien tout ce qui est Twitch et tout ça, parce qu'on n'a pas tous les mêmes connexions et les mêmes trucs. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez un autre petit mot de conclusion, peut-être. Non, je crois que tu as tout dit, effectivement. Ok. Et ben dans ce cas-là, il ne nous reste plus qu'à vous laisser. Je vous remercie aussi parce que du coup c'était marrant à suivre aussi sur le chat en parallèle. J'ai bien rigolé. Et du coup on se dit à la prochaine fois pour le prochain épisode. Du coup on votera sur le forum. Sur le forum, on fera peut-être un Google Forms qu'on partagera sur les réseaux ou quelque chose comme ça, tu vois, un truc dans ce style-là. C'est là on dit suivez-nous sur les réseaux, abonnez-vous, mettez la cloche. Ouais, c'est ça. Mettez des pouces. C'est tout ça. Je pense que la vidéo, on la récupérera peut-être pour la mettre sur YouTube. Je sais pas comment ça va se passer. Et pour ceux qui ont OCS, il y a le docu anniversaire qui démarre dans 14 minutes. J'y ai participé, je sais pas ce qui a été gardé au montage. Voilà. Enjoy. Salut. Voilà, c'est tout le monde. C'était cool de vous voir. Au revoir les gens.